Bonjour, ici Samir Mouldine. Suite au reportage troublant sur Enquête à Radio-Canada, nous avons le privilège d'avoir deux invités qui sont spécialisés dans l'industrie des fourrières et des usines à chiots. D'abord, nous avons M. Gilles Potvin qui a travaillé pendant 10 ans dans l'industrie et nous avons aussi l'infiltrateur de l'émission Enquête que nous appellerons Rémi pour garder son anonymat. Donc, d'abord, M. Potvin, ça fait 10 ans que vous travaillez dans l'industrie des fourrières des usines à chiots. Pouvez-vous nous dire pour quelle entreprise vous avez travaillé et un peu votre expérience dans le domaine? J'ai commencé, moi, par suivre mon cours de maître à chien, chez Lamarche Épinard, au 8000 Broadway, à Montréal. J'ai commencé à soigner des chiens de sécurité. Quand ils revenaient, les chiens de sécurité étaient beaucoup maganés. Ensuite, je me suis en allé pour Lamarche Épinard encore, mais à Saint-Justine-des-Newton, à l'usine. Là, j'ai trouvé ça terrible, 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 terrible. J'ai vu que, avec mon expérience aujourd'hui, il y a un manque flagrant des vétérinaires qui venaient sur place. Et puis, vous avez aussi travaillé pour une fourrière, l'inspecteur canin. L'inspecteur canin, c'était plus en fonction de voir pourquoi il y avait autant d'euthanasie. Monsieur Rémy nous a dit qu'on cherchait des gens qui n'avaient, pour des employés, pas des techniciens ni des vétérinaires. Est-ce que c'est une pratique courante dans l'industrie? Oui, c'est une pratique courante. Les frais de vétérinaire sont trop élevés. Quand on parle de 150 chiens et plus, là, tu pognes des employés là, qui ont le cœur dur. Le cœur dur fait l'ouvrage. Monsieur Rémy, pouvez-vous, suite à votre embauche, pouvez-vous nous dire un peu quel genre de formation vous avez eu et puis un peu vos tâches quotidiennes au Berger Blanc? Pour ce qui est des tâches, j'ai eu à faire de la route, ramasser les animaux sur la route quand quelqu'un appelait qu'il avait trouvé un animal perdu ou un animal blessé ou que son animal était mort ou souffrant. Mais sinon, majoritairement, c'était l'entretien des cages. Nettoyer, nourrir et donner de l'eau aux animaux. Est-ce que vous savez à peu près combien d'animaux rentraient au Berger Blanc par jour, par semaine? Ça m'a été confirmé par la personne qui exécute les euthanasies. Et lui dit, par jour, il y a 80 à 200 animaux qui sortent par euthanasie. Monsieur Potvin, que pensez-vous de ce chiffre-là comparativement aux autres fourrières que vous avez travaillées? Si je prends exemple avec l'inspecteur canin, je ne doute pas là, des chiffres de monsieur, là, parce que dans la grosse saison, c'est sûr que c'est ça qui arrive. La grosse saison de déménagement, okay. les personnes abandonnent leurs chiens, leurs chats, ça se ramasse là. Puis c'est euthanasié, là. On les garde pas 2-3 jours. La fourrière, là, à Saint-Lin, là, avait même pas d'argent, la madame, pour les nourrir, les chiens. Fait que les chiens ne sont pas gardés, ils sont euthanasiés. C'est comme ça marche. Monsieur Rémy, quelle est la politique d'euthanasie au Berger Blanc? Le vétérinaire, écoute, je l'ai vu envoyer des animaux pour euthanasie. Le seul problème qu'il y avait, c'était 3 petits chats. Il y avait des mythes dans les oreilles. Et c'est le seul bobo que l'animal avait. C'était des mythes dans les oreilles qui auraient pu être traités. L'animal, il était ultra en santé, ultra enjoué. Mais il a passé quand même à l'euthanasie tout simplement parce qu'il y avait des mythes dans les oreilles. J'en ai vu d'autres parce que c'était une toute chenille. Ton animal, il n'a pas le choix d'avoir une toute chenille quand il va dans une fourrière parce que c'est comme la maladie animale qui est le plus courante quand tu regardes dans les statistiques d'une fourrière. Une autre question. Lorsque les cages sont pleines ou lorsqu'il n'y a pas de capacité au Berger Blanc, savez-vous un peu quelle était leur procédure quand ils recevaient des animaux? Oui, lorsque les cages étaient entièrement remplies et qu'on n'avait plus d'espace de rangement, là, on prenait des cages de transport avec le petit grillage tout petit, là, puis on couchait l'animal là-dedans avec un bol d'eau, bol de bouffe, puis en plein milieu de la pièce. Fait que lui, il devenait automatiquement le centre d'attention pour tous les autres chiens. Tous les autres chiens dans leur cage, ils voyaient lui qui est en plein milieu de la pièce, fait que ça les énervait toute la gang. Il y en a même, ça je l'ai sur photo, comme quoi qu'il y a une femelle qui était rentrée et qu'elle s'était fait mettre en plein milieu de la pièce comme ça. Elle était enceinte, ça l'a forcé son accouchement, ce qui a fait en sorte que tous les bébés étaient prématurés et la moitié de la portée est morte sur le coup. Et le propriétaire de ce chien-là en question, il est pas venu ramasser son animal. Et malheureusement, la mère et tous ses enfants ont dû passer à l'euthanasie.
parce que le berger blanc dit ne pas être équipé pour prendre soin d'une mère qui vient d'accoucher. Le berger blanc n'est pas équipé pour prendre soin des chiens qui ont des portées ou des chats qui ont des portées. Non. J'ai vu des portées de chats. La mère, elle, était en parfaite santé, les enfants en parfaite santé. Puis ils ont décidé de ne pas les mettre pour adoption et de les envoyer pour euthanasie. Ça devenait trop d'entretien, fait qu'ils optaient pour l'euthanasie plutôt que l'entretien. Monsieur Potvin, on entend souvent qu'il y a des maladies pour les chiens et les chats qui circulent dans les fourrières, qui peuvent contaminer nos animaux de compagnie lorsqu'ils sont perdus puis qu'ils se retrouvent dans ces fourrières-là. Pouvez-vous nous parler un petit peu des maladies qu'on retrouve dans ces fourrières-là? Ben moi, je te parlerais plus des usines à chiots, parce que la fourrière, là, il n'y a pas bien d'accouchement là. Mais dans les usines à chiots, en partie, c'est le parvo. Le parvo. Parvovirus. OK. Et puis ça, ben, ça contamine toute l'usine. Puis comme je vous dis, le vétérinaire était conscient de ça, là. Jamais qu'il a fait désinfecter l'usine. Jamais qu'il a fait désinfecter l'usine. Fait que tu peux t'imaginer comment il y avait de petits bébés qui étaient morts, là. C'est épouvantable. Il n'y a aucun soin. Il n'y a aucun soin. OK. Il n'y a aucun soin qui est donné aux animaux. C'est l'euthanasie. Ou la chambre à gaz. L'inspecteur canin, c'était la chambre à gaz. À l'inspecteur canin, c'était la chambre à gaz. Oui, monsieur. Encore aujourd'hui, c'est toujours la chambre à gaz. Monsieur Rémy, est-ce que vous, au Berger Blanc, vous avez vu des cas de maladies graves chez les animaux dans votre cas? Oui, j'ai vu quelques cas de parvovirus. Des cas de parvovirus? Oui, parce que quand j'ai confronté la patronne avec ce problème-là, elle m'a dit que non, c'était pas le cas de parvovirus qu'on avait, c'était... Tu sais, des fois, ça peut être l'animal qui est constipé, puis que là, ça fait en sorte que quand il fait ses selles, ben ça sort avec du sang. Sauf que moi, ce que j'ai vu personnellement, c'est des animaux qui, lorsqu'ils faisaient leurs excréments, il y avait un jet de sang qui leur sortait de l'anus d'à peu près gros comme un 25 sous sur 5 pieds de long. Et bien franchement, la constipation, tu aurais 3-4 gouttes qui tomberaient. Là. Ça serait pas littéralement un jet de sang. La patronne, elle essayait de me convaincre carrément que non, c'est pas des cas de parvo. Puis sinon, à part du parvovirus, il y a beaucoup de toux de chenille, comme je mentionnais plus tôt, de fièvre, de la pneumonie, les yeux qui coulent, le nez qui coule. Tu sais, il y a tout plein de petites bactéries, là, tu sais. Puis quand tu vas chercher un animal là-bas, ils t'avertissent que pendant les 5 ou 6 prochains jours, il y a une possibilité que ton animal il contracte ou qu'il y ait des symptômes de toux de chenille, puis tout ça. Fait qu'ils sont très au courant du problème, puis ils semblent rien vouloir faire pour le régler. Je sais qu'il y a des maladies qui voyagent aussi par les voies respiratoires, par les airs. Monsieur Potvin, pouvez-vous nous expliquer un peu quelles mesures doivent être prises pour éviter que les animaux soient contaminés par les airs? À l'usine de Saint-Justine-de-Newton, comme au 8000 Broadway, la marche Épinard, il n'y a pas de système de ventilation, pas de système de chauffage. C'est pas humain. Le docteur Blain et le docteur Kenville, ils ne rentraient même pas dans l'usine. Les odeurs étaient trop fortes, les yeux coulaient, le nez coulait, ils ne rentraient pas, là. Moi, c'est ça, je leur demandais qu'eux autres fassent une plainte, parce que moi, quand je faisais une plainte, il n'y avait pas de réponse. Eux autres ne voulaient pas en faire de plainte aussi. Tu ne mords pas la main qui te nourrit. Vous avez mentionné précédemment que les chiens étaient nourris excessivement au Berger Blanc. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus cette procédure? Nous autres, on avait comme mandat de remplir le bol de nourriture à tous les fois qu'on remarquait qu'il était vide. Ça vient causer problème, parce que c'est pas tous les chiens qui ont les habitudes de... T'sais, même si ton bol il est plein, t'es pas obligé de le vider. Il y a beaucoup de chiens qui sont très gourmands, puis que eux autres, ils vidaient leur bol. Puis là, le bol il est vide, il faut le remplir. On le remplissait. Là, l'animal, il avait mangé trop vite auparavant, mais là, il remange encore. Puis là, ça le rendait malade. Il vomissait tout ce qu'il avait mangé. Sauf que le bol, il était encore vide. Puis nous autres, on avait le mandat de le remplir, parce que la patronne disait que c'était mauvais pour l'image de la compagnie si le bol était vide. Avec la loi d'Anima Québec, ça fait partie de loi, ça. Le chien, il faut qu'il y ait un toit, un bol de nourriture puis de l'eau. C'est seulement que ça prend.
C'est pour ça qu'eux autres, ils remplissent les bols, mais bien souvent, le chien ne l'a pas mangé, il l'a renversé. OK. L'eau, c'est exactement la même chose. Donc, vous avez participé à des euthanasies au Berger Blanc. Pouvez-vous nous expliquer un peu vos premières expériences, comment on vous a formé et puis un peu les étapes ou la procédure au Berger Blanc? Contrairement à ce que moi je croyais, au lieu de se passer dans une pièce stérilisée, ça se passe dans une pièce qui... Le plancher, c'est directement du ciment dépeinturé, sur une table de bois toute mangée. Il n'y avait rien de stérile, il n'y avait rien en stainless. Ça se faisait à terre sur le plancher ou dans la cage de l'animal. Et la personne en tant que telle qui faisait les euthanasies n'était pas certifiée vétérinaire ou VetTech. C'était tout simplement un gars d'entretien qui s'est fait former par le vétérinaire sur comment faire l'injection. L'euthanasie se faisait faire par le gars d'entretien qui a été formé. Exactement. C'est lui-même qui me l'a confirmé. Il a été formé par un vétérinaire sur place pour faire les euthanasies et c'est la seule chose qu'il fait côté, si on veut, médical animal. Là. Tout coûte trop cher. Fait qu'il y a mieux prendre un employé qui a le cœur dur pour faire ces choses-là au lieu de fermer le vétérinaire. C'est exactement comme ça que ça se passe, là. Oh, chez la marche épinose, il n'y avait pas de chambre à gaz, il n'y avait pas d'euthanasie, là. On les laissait simplement mourir. Ah oui? Simplement mourir. Ça prenait 3, 4, 5 jours avant que ça meure. C'est dur vivre ça, mon ami. Monsieur Rémy, dans les cas d'euthanasie, un des chiens a été piqué à plusieurs reprises. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu les circonstances de l'euthanasie de cet animal? Il y avait une tumeur, un petit peu plus gros qu'un ballon de football sur le ventre. Fait que lui, c'en est un qu'il n'avait pas le choix d'avoir l'euthanasie parce qu'il souffrait à vivre pas mal. Une des choses que j'ai trouvé dégueulasse de cette euthanasie-là, c'est le fait que l'animal, pendant qu'il était attaché sur le bord du mur et qu'il était encore vivant, il y avait des corps morts de chats qui traînaient à terre, puis tout ça. L'animal, il s'en va pour se faire tuer, puis il est déjà entouré de corps morts. Ça m'a accroché. La personne qui faisait les euthanasies m'a demandé d'immobiliser la patte de l'animal en faisant ressortir la veine sur sa patte pour qu'il puisse faire l'injection. Ça, c'était pas trop de problème. C'est sûr que j'avais le cœur lourd pendant que je faisais ça. La seule affaire, c'est qu'il est allé trop profond avec l'aiguille, puis quand il a fait l'injection, t'as vu une bosse se former sur sa patte où ce que le liquide est rentré, puis là, ça finit par se rendre dans le système, puis l'animal a viré mou et il est tombé à terre. Et je dirais peut-être 10 à 15 minutes après son injection à cet animal-là, j'allais regarder puis j'ai vu qu'il bougeait encore. Puis là, j'ai dit à la personne qui faisait les euthanasies, j'ai dit, écoute, l'animal il bouge encore, là, le chien est encore vivant, là, c'est pas normal. Il l'a traîné à terre. Il a changé sa position, il l'a couché sur le côté comme il faut. Puis là, il essayait de faire l'injection directement au cœur. Sauf que avant de réussir à pogner le cœur comme il faut, il a dû se reprendre 8 à 12 fois. À rentrer l'aiguille, non, elle tient pas, on la sort, on la rentre, ok, jusqu'à temps qu'il réussisse à pogner le cœur comme il faut. Ça, j'ai trouvé ça assez barbare, un peu comme méthode. Mais lui, en n'ayant aucune formation, il a fallu qu'il perce l'animal à plusieurs reprises avant de réussir à l'avoir comme il faut. Ça m'a choqué, là, vraiment. Là. Okay. Si c'est pas de l'écrouter, dites-moi c'est quoi? Ouais, c'est ça. Vois-tu, moi, mon expérience, là, je n'ai pas vécu comme ça, là. Okay. Nous autres, c'était la chambre à gaz ou à coup de masse. Ou on le laissait mourir de sa propre mort, là. OK. Oui. Donc, il n'y a pas de douce mort pour les animaux, que ce soit par piqûre. Non, il est considéré comme mort en rentrant dans la fourrière ou dans l'usine. Il est considéré mort, l'animal. OK. Il rentre là, puis il sort des pattes. Comment vous disposiez, vous aviez 80 jusqu'à 200 animaux euthanasiés au Berger Blanc. Où est-ce que vous disposiez tous ces animaux-là à la fin? On avait 10 à 12 poubelles de ville, si on veut, là, ceux en plastique là, qui se ramassent avec... le camion, d'habitude, il passe à côté, là, puis il ramasse la poubelle. Oui. C'est arrivé à plusieurs reprises où ce que l'animal, il n'était pas nécessairement mort au moment où il se faisait mettre dans la poubelle. Il y en a un en particulier, c'était surtout les chats.
Il y en a un que lui, il était dans les bras d'une des filles qui travaillait là. Puis elle l'emmenait pour le mettre dans la poubelle. Puis là, je l'ai vu passer devant moi, puis elle a regardé la personne qui fait les euthanasies, puis elle a dit « Il est pas mort. Il respire encore, là. Regardez, il me regarde, puis il cligne les yeux, là. Fait que là, ils ont ramené l'animal à l'intérieur, puis ils ont entendu qu'il meurt. Sauf que par après, j'étais allé vérifier dans les poubelles. Puis en allant voir avec la flashlight, j'ai vu qu'il y avait un chat qui respirait encore, puis il était comme... Il y avait un autre corps mort par-dessus. Moi, je les voyais bouger, là. Fait que j'ai enlevé le corps mort de dessus, j'ai pris le chat dans mes bras, puis je sentais encore son cœur battre, sa respiration était encore là. Il me regardait, tu voyais, il bougeait, puis il comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Tu sais, ça s'est passé à 10h le soir. L'animal, il a reçu son injection à 10h30 le matin. 12 heures plus tard. Ouais, il s'est fait retrouver 12 heures plus tard dans une poubelle, encore vivant, en train de respirer. Monsieur Potvin, est-ce que c'est une pratique courante de retrouver des animaux vivants dans des poubelles suite à des euthanasies? Toujours avec mon expérience à l'inspecteur canin, c'était à chambre à gaz. Puis je confirme avec Rémi, souvent il y avait des chiens, souvent, je te dis pas, des chiens étaient encore vivants. OK. Mais il n'aurait pas survécu, mais il était vivant. Quand ils ont sorti de la chambre à gaz, il était encore vivant. Ils sont jetés au travers des autres corps aussi. Là-bas, ben, l'inspecteur canin, eux autres, ce qu'ils font avec les corps morts, il y en a tellement, fait que, ils font du compost avec ça. Je sais, c'est dans le coin de Manneville. OK. On a au Québec un organisme pour le bien-être des animaux, Anima Québec, qui sont supposés de veiller à ce que les pratiques en santé animale soient respectées. Quelle est votre expérience avec Anima Québec et puis aussi les gens dans le milieu de l'élevage et des fourrières avec Anima Québec que vous connaissez? Bien, mon expérience que j'ai, c'est toujours avec l'usine de Saint-Justine de Newton. C'est une plainte que j'ai formulée en mai 2004. Ça s'est jamais réglé. Ça s'est jamais réglé. L'usine, ça a été prouvé qu'elle était non conforme. Il y a des avocats qui ont passé là-dessus. Et puis, ils n'ont jamais trouvé le système. Exactement les plaintes que j'ai faites. Il n'y avait pas de chauffage, pas de ventilation. Il rentre 1500 chiens dans l'usine, là. Tu peux t'imaginer qu'est-ce que ça sentait. Pas d'aire de jeu pour les animaux. Pas de soins, aucun soin. Anima Québec a toujours trouvé ça correct. Je sais qu'il y a eu une amende, je pense une amende de 2000 $ pour insalubrité. Mais c'est ridicule. Anima Québec n'a pas fait son travail là. Okay. Anima Québec ne visite pas les usines à chiots. Ils ne visitent pas ça. Et les fourrières? Bien, ils ne visitent pas les fourrières aussi. Monsieur Rémy, est-ce que vous avez eu besoin, lors de votre infiltration pour Radio-Canada, à inciter les gens à faire de la cruauté envers les animaux? Non, j'ai jamais incité personne à faire quoi que ce soit. Tout ce que j'ai fait, c'est être un observateur. Je n'ai pas provoqué aucune démarche, quoi que ce soit. Tout ce que j'ai demandé, moi, c'est d'assister aux pratiques qui se font déjà. Mais écoutez, merci Monsieur Potvin, merci Rémy pour cette entrevue. Et puis, j'espère que votre témoignage va réussir à sensibiliser les gens. Merci.